Le terme de Marissou a 52 ans et pourtant, il n'a sans doute jamais été autant et aussi mal utilisé qu'aujourd'hui, terme péjoratif devenu extrêmement vague et très pratique pour éviter de développer des arguments articulés et précis. Il se résume souvent à dénigrer un personnage féminin jugé trop compétent. L'objectif de cette vidéo consiste à analyser et comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ces abus d'usage impropres du terme, tout en embrassant la nécessité d'une évaluation critique honnête de la qualité d'écriture des personnages, qu'ils soient féminins ou masculins. J'ai pensé à créer cette vidéo après avoir lu une utilisation erronée du terme, une de plus, qui ciblait cette fois la protagoniste principale de la nouvelle série Alien Earth, une certaine Wendy. Pas d'inquiétude, il n'y aura aucun spoiler concernant cette série dans cette vidéo. La montée en puissance de l'usage du terme Marissou a de toute évidence culminé à l'occasion des critiques concentrées sur le personnage de Rey dans la post-logie Star Wars. Marissou est souvent utilisé de manière interchangeable avec les notions de femme forte et de girl boss. Après Rey, c'est notamment le personnage de Captain Marvel qui a été énormément ciblé par le qualificatif, mais on le retrouve maintenant de manière très répandue et presque systématique. Une expression qui a 52 ans en 2025 donc, puisque c'est en 1973 qu'une parodie de fanfiction dans un fanzine de l'univers de Star Trek va mettre en scène un personnage nommé Marissou. L'idée consistait à se moquer d'une tendance assez répandue au sein des écrits de fanfiction de cette série, tendance consistant à y introduire un personnage féminin à la fois parfait, aimé de tous, qui a réponse à tout, devient le centre d'un récit sans intérêt et finit généralement par mourir après avoir sauvé l'univers. Ce type de personnage était souvent jeune et servait aux autrices adolescentes à insérer une projection idéalisée et fantasmée d'elles-mêmes dans leur univers de prédilection. S'il existe une version masculine du terme dont la forme varie, cela importe peu dans la mesure où l'usage du concept de Marissou s'est de toute manière concentré presque exclusivement sur des personnages féminins depuis lors, et d'autant plus depuis la recrudescence qui nous intéresse particulièrement au XXIe siècle. Pour alimenter cette réflexion, j'ai notamment regardé avec attention des vidéos comme Trope Talk Marissou de la chaîne Overly Sarcastic Production, ainsi que diverses vidéos de la chaîne The Take, de sources portées par des créatrices féminines dont il me semblait essentiel d'essayer de saisir le point de vue sur la question. Vous trouverez des liens en description, et bien évidemment, cette vidéo que vous regardez ne se contente pas de reprendre leurs argumentaires. Je vais développer 5 observations sur l'usage de Marissou et son contexte pour vous expliquer en quoi j'estime que ce terme et l'idée qu'il porte sont largement impropres et sans intérêt. Avant de passer à la première observation, je tiens néanmoins à évoquer une dérive omniprésente, celle de l'amalgame. Dans cette définition, l'amalgame consiste à associer hâtivement des éléments, des significations, des personnes, des intentions souvent pour masquer une absence ou faiblesse de raisonnement, ainsi que des raccourcis qui ne font qu'imiter la déduction logique. L'amalgame, c'est la mort de la pensée articulée. Donc ensuite, quand je vais évoquer la notion de Marissou et ceux qui l'utilisent le plus, l'idée n'est pas de nier la pluralité des personnes et des intentions. Dans tout mouvement et dans tout groupe, on trouvera toujours une part d'excès et de dérive, y compris dans un ensemble louable, ou à l'inverse, de bonnes intentions à la marge, dans un ensemble plutôt condamnable. J'y reviendrai par la suite, mais il me semblait important de mettre en garde contre les généralisations abusives. Première observation, la notion de Marissou vise spécifiquement des personnages féminins, dont son usage le plus répandu, même s'il est relativement vague et fourre-tout, on retrouve presque toujours la notion de compétence, de puissance, de capacité presque innée à faire tout mieux que tout le monde, et surtout mieux que les personnages masculins. Généralement, on y associe un message idéologique, mais c'est un point que j'aborderai par la suite. Donc les Marissou sont des femmes, pourtant, quelle est la proportion des personnages masculins parmi les héros qui sont ultra compétents, qui charment tout le monde autour d'eux, qui sont l'élus ou qui recèlent le pouvoir de sauver l'univers? Elle est écrasante, bien évidemment. En moins de 2 minutes, on peut penser à des personnages tels que James Bond, Ethan Hunt, Jack Reacher, Goku-san, Neo de Matrix, ou encore divers personnages interprétés par Stallone et Schwarzenegger à leur grande époque. Autant de personnages qui ne sont jamais ou alors très rarement pointés du doigt comme l'équivalent de Marissou. On pourrait y ajouter Harry Potter, qui va être targué de Marissou une fois de temps en temps en fouillant dans des articles sur le net, mais aucune commune mesure avec les mouvements visant des personnages féminins. Les personnages que je viens de citer, comme des tas d'autres auxquels on pourrait penser et que vous me citerez en commentaire, et dont certains j'apprécie bien sûr, sont non seulement super compétents et ou portent un potentiel quasiment infini, mais en plus ils ont souvent des défauts presque factices du style « il est prêt à se sacrifier pour son équipe » ou « il est un peu naïf et très gourmand » ou encore « il doute de lui au début ». Ouais, super défaut. Cette inégalité flagrante de traitement entre personnages masculins et féminins amène à s'interroger sur ce qu'on attend non seulement d'un personnage féminin, mais au-delà même
d'une femme en général. Le rôle des femmes dans les histoires est resté longtemps cantonné à 4 catégories avec une 5e qui s'y est ajoutée plus récemment. La première catégorie, c'est le prix du héros, la princesse en détresse qui doit récompenser de son amour et de ses faveurs sexuelles bien sûr, l'homme qui la sauve, elle ou encore sa famille, son pays, son univers, enfin vous voyez le délire. La deuxième catégorie, c'est le rôle de mère, on va accepter pas mal de choses de la part d'un personnage féminin tant qu'elle agit par instinct maternel et qu'au final elle s'avère moins forte que les principales figures masculines qui l'entourent. Cas typique de mon point de vue et qui fera peut-être parler en commentaire, Sarah Connor, pourquoi est-elle pointée en exemple de bons personnages féminins forts? D'abord parce que l'écriture d'ensemble des films Terminator 1 et 2 est plutôt réussie, ensuite parce qu'elle agit en tant que mère, et enfin parce qu'aussi badass soit-elle, le Terminator ou les Terminators le seront toujours davantage. La troisième catégorie de rôle féminin classique est liée au ressort un peu usé du fridging. En gros, c'est la mère, la fille, l'épouse, peu importe, qui se fait tuer et que le héros masculin va venger. On voit ça dans des films ou séries que je peux apprécier d'ailleurs, mais ça reste un stéréotype un peu cliché. La quatrième catégorie s'est développée avec le cinéma des années 40 et suivante avec la femme fatale. Elle se définit certes par l'usage de son pouvoir de séduction sur les hommes, mais pour servir ses propres intérêts. On peut en trouver des déclinaisons jusqu'à nos jours, bien évidemment, y compris dans un personnage tel que Natasha Romanoff, alias Black Widow. Il y a un autre aspect qui protège Black Widow des accusations de Mary Sue, mais j'y reviendrai dans mon observation numéro 3. Natasha fait un peu le lien entre la 4e catégorie et la 5e aussi, plus récente. Et oui, la 5e catégorie de rôle féminin est plus récente, c'est celle de la femme guerrière et badass de manière générale, mais qui ne va pas poser problème pour un certain public, car elle est destinée avant tout à servir de love interest à un ou plusieurs personnages masculins. C'est Trinity dans Matrix, c'est Kate dans Lost, vous en trouverez des tas d'autres. On pourrait presque y ajouter Wonder Woman dans les 2 films, tant son amour pour Steve Trevor est essentiel dans ses choix. Heureusement, des personnages féminins sortent de ces catégories et prennent des dimensions nouvelles et bien plus intéressantes, loin de moi l'idée d'affirmer que rien n'existe en dehors de ces cases. Dans la prolongation de cette idée, il est établi qu'on attend presque toujours d'un personnage féminin, et même d'une femme tout court, qu'elle soit aimable, agréable, douce, prompte à sourire, à rire. Le coup du personnage féminin jugé trop peu aimable est devenu une vraie tarte à la crème de la critique ciné et série. Vous ferez l'expérience, ça revient assez fréquemment. Lorsqu'un personnage féminin compétent sort de cette catégorie, et si en plus elle a l'outrecuidance de ne pas assez sourire, attention, danger, l'accusation de Mary Sue peut être dégainée à tout moment. Ainsi s'achève la première observation générale, la plus longue, celle de l'inégalité de traitement entre personnages masculins et féminins. Après avoir parlé à l'instant des rôles et comportements attendus des femmes, passons à un autre facteur trop énorme pour ne pas l'évoquer, à savoir la majorité masculine, souvent écrasante, des 2 côtés de la création. Deuxième grande observation, ce sont presque toujours des hommes qui utilisent la notion de Mary Sue pour dénigrer des personnages féminins. C'est un élément de poids quand on prend en compte la démographie observée dans la création culturelle, sa réception mais aussi sa critique professionnelle. À cela s'ajoute le constat de l'impact incontestable des réseaux sociaux. Du premier côté de la création, on a les créateurs de manière générale et d'autant plus dans les genres de la pop culture, les plus visés par le phénomène de l'accusation Mary Sue. On a une surreprésentation de créateurs masculins, voilà qui peut poser question quant à la manière d'écrire les personnages féminins et les habitudes qui en découlent pour le public. Le public, justement, même constat dans les films de SF, la fantasy, les super-héros ou même le fantastique, le public est majoritairement, voire très majoritairement masculin. Et point essentiel, il en va de même pour les critiques de cinéma classiques, de presse écrite, transformées en articles internet maintenant, mais aussi des créateurs de contenu tels que moi. L'essentiel de la prise de parole et du jugement exprimé sur les personnages féminins passe par des hommes, du moins les figures ayant le plus de portée sont clairement masculines, même s'il existe bien évidemment des exceptions qu'on espère voir devenir moins exceptionnelles. Dit autrement, ceux qui se plaignent dans les commentaires qu'une telle est une Mary Sue sont des hommes, ceux qui en rajoutent des caisses en vidéo pour attirer un public ciblé sont aussi des hommes. Alors oui, bien sûr, il y a quelques femmes, mais là je parle en grand nombre. J'en viens assez rapidement au rôle tellement évident des réseaux sociaux qu'il me semblerait être une perte de temps que de l'argumenter. Facebook a été créé en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, Instagram en 2010, Twitch en 2011 et TikTok en 2014. La tendance des créateurs de contenu masculinistes, d'extrême droite et autres grifters qui ne visent qu'à surfer sur des phénomènes de rejet et de haine, à attiser pour faire des vues et de l'argent, a bien évidemment un impact considérable sur la montée en puissance de l'usage du terme Mary Sue. Je reviendrai sur l'aspect idéologique associé un peu plus loin. Et juste pour le souligner à nouveau, si ce n'est pas évident pour tout le monde, mais on sait que les algorithmes des réseaux sociaux mettent en avant les sujets qui vont générer le plus d'engagement, et malheureusement, le plus souvent, ce sont des sujets très négatifs qui suscitent des réactions négatives,
donc on va créer des bulles de colère, de gens qui vont se monter la tête entre eux contre un personnage. Passons à la troisième observation liée aux précédentes bien sûr, concernant certains personnages féminins typiques qui pourraient carrément être ciblés par des accusations de Marie-Sous, mais qui sont protégés la plupart du temps par une carte Joker imparable, le sexe. En effet, des personnages tels que Selene dans la saga Underworld, Lara Croft, notamment dans les 2 films avec Angelina Jolie, ou encore Alice de Resident Evil, ont beaucoup de caractéristiques de Marie-Sous, au moins autant que d'autres personnages qui en ont été massivement accusés, mais la différence, c'est que Selene, Lara et Alice sont ultra sexualisées. Je vous avais prévenu que Black Widow pouvait aussi servir à illustrer cette troisième observation, l'attention calculée avec laquelle on essaie de faire apparaître à la fois les fesses et les seins de Scarlett Johansson sur certaines affiches était presque risible avec un peu de recul. Tenue moulante, attribut féminin souligné au max, tant que ce type de proposition est incluse au menu, il est rare de trouver autant d'hommes pour se plaindre d'un personnage féminin mal écrit. On peut même parler d'un cas plus discutable mais non moins intéressant, au contraire celui de Ripley. Dans Alien le 8e passager, Ripley passe beaucoup de temps en petite culotte, alors certes, ce n'est pas gratuit, pas complètement, puisque l'idée consiste à souligner la fragilité de son corps humain face à la férocité du prédateur, tout en poussant aussi la thématique phallique et la prédation sexuelle associée à cette créature, avec ses multiples formes de pénétration et j'en passe. Toutefois, difficile de nier que ce côté sexy joue en faveur de Ripley, que ce soit consciemment ou pas, et puis surtout, on doit y ajouter 2 éléments d'importance. D'abord le fait que le film est une grande réussite, voire un chef-d'œuvre selon les sensibilités, et ensuite le côté « c'était mieux avant » qui va offrir une sorte de totem d'immunité aux œuvres du passé opposées au vilain wokisme qui menace la culture récente, on le sait bien. Et oui, nous voilà bien partis pour une 4e observation, celle qui plonge dans le contexte glissant de l'idéologie sous-jacente à l'usage excessif et tous azimuts de la notion de Marie-Sous. C'est ici que je vais être un peu plus tranchant et rentre dedans que les vidéos qui prennent plus de pincettes, mais on va essayer de ne pas trop schématiser. Je pense que certaines personnes peuvent utiliser le terme Marie-Sous sans être d'horribles machos ou des réactionnaires frustrés et agressifs. J'espère que parmi ceux-là, d'ici la fin de la vidéo, la réflexion aura fait son chemin quant à la très faible pertinence du terme et aux nombreux biais, conscients et inconscients, qui accompagnent son usage. Oui, bien sûr, ce qu'on reproche très souvent aux personnages étiquetés Marie-Sous, c'est d'être des personnages porteurs d'une idéologie militante, que ce soit le féminisme ou de manière plus large le wokisme, sachant que de toute manière, le féminisme est le plus souvent inclus dans le wokisme, que ce soit par ses détracteurs ou ses défenseurs. On reproche à des personnages féminins d'être des drapeaux de revendication ambulants, de manquer de justification à leur existence, autre que celui d'être porteur d'une puissance féminine assumée qui va généralement s'affirmer face à une domination et même un antagonisme masculin. On va parfois faire l'amalgame entre personnages et actrices au passage, comme pour Captain Marvel et Brie Larson. Ne nous voilons pas la face, la multiplication des accusations de Marie-Sous accompagne pleinement la montée en puissance d'un mouvement réactionnaire et anti-woke, et parfois aussi masculiniste. Et je sais bien qu'on est dans une époque où le wokisme a été transformé en gros mots, en insultes, par des tas de gens, dont certains ne partagent même pas toutes les idées hideuses de ceux qui attisent vraiment le plus ce mouvement de rejet, et qui, eux, se situent sans aucun doute possible à l'extrême droite. Dire que le wokisme c'est mal, c'est devenu une marque de fabrique de la démagogie la plus crassement répandue, que ce soit dans le cadre culturel ou bien plus largement maintenant. Je ne vais pas me lancer dans une définition poussée du wokisme, mais juste pour rappel, de base, il s'agit uniquement d'appeler à une meilleure prise en compte de minorités qui sont stigmatisées, dénigrées, parfois même mises en danger, et ce depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, étant donné l'héritage souvent raciste et homophobe du passé de nombreux pays, cultures ou religions. Et oui, bien sûr, j'ai conscience que cette représentation des minorités est parfois ou souvent instrumentalisée par des multinationales du divertissement et que leur engagement change alors qu'ils commencent à sentir le vent tourner, puisque la seule motivation véritable reste le profit. Ce n'est pas de l'argumentation de dire ça, c'est juste une évidence. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, si j'ose dire, nous vivons en milieu numérique hostile. Des gars expliquent sur TikTok comment forcer une jeune femme à coucher, même si elle n'en a pas envie. Des pourritures comme Andrew Tate et son frère, inculpés pour viol et trafic d'êtres humains, expliquent en vidéo comment imposer sa violence physique à une femme. Et j'en passe. Ah oui, on a aussi Alex Hitchens en France qui explique dans des séminaires pour des bolos que les femmes doivent toutes être traitées et considérées comme des prostituées, sans s'étendre sur ce que ça veut dire. Aucun doute que ce n'est rien de bon, sachant que la notion même de maltraiter qui que ce soit n'a de toute façon aucune justification éthique. Dans un tel contexte, il est de la responsabilité de tout un chacun, et en particulier des hommes, de ne pas tomber dans des schémas simplistes de rejet de modèles féminins potentiels, alors qu'ils sont prêts à accepter les mêmes sans broncher chez les personnages masculins. La 5e et dernière observation porte sur ce qui pose problème avec l'écriture des personnages féminins, mais il faudrait sans doute y consacrer une vidéo à part entière.
et je vais commencer à manquer de temps pour aujourd'hui. Comme le soulignent les créatrices de la chaîne The Take, que j'ai mentionné auparavant, le véritable problème posé par certains personnages qu'on peut éventuellement qualifier de Marissou, c'est qu'elles offrent une représentation vide, purement formelle et superficielle d'une femme à la perfection et à la puissance artificielle. Dit autrement, une Marissou, s'il en existe, ce dont je doute étant donné la faible définition du terme au final, s'inscrit essentiellement dans un problème d'écriture du personnage, mais aussi du scénario. C'est un personnage qui va me manquer d'épaisseur, dans un scénario qui va en manquer sans doute encore plus. Je suis en train de lire la saga de fantasy Fils des Brumes de Brandon Sanderson. On a un personnage, Vic, qui pourrait correspondre à une Marissou du fait de ses capacités, mais à aucun moment l'idée ne m'est venue en lisant, où je n'ai été gêné par ses capacités, comportements et autres. J'y ai uniquement pensé en préparant cette vidéo et en recherchant des exemples de personnages qu'on pourrait accuser injustement de tomber dans cette catégorie vaste, de toute façon mal définie, de Marissou. Personnellement, je n'ai même pas été gêné par Rey dans la postlogie Star Wars. L'écriture des films pose bien plus de problèmes que celle de ce personnage, au code moral admirable et aux espoirs sincères et déçus d'être retrouvé par les siens un jour. Attention, Rey est loin d'être un personnage idéal et très bien écrit, mais pourquoi avoir pour elle un niveau d'exigence nettement plus élevé que pour tout héros masculin tout puissant? Simplement parce que les hommes qui la dénigrent spécifiquement ne veulent pas que tout ce qu'on passe à un personnage masculin puisse aussi s'appliquer à une jeune femme. La compétence de manière générale, la prouesse physique, la mécanique, le combat, ce sont des trucs de mecs. Et puis, comme il faut dire du mal de la postlogie, qu'on a le droit de trouver décevante, bien sûr, il faut bien pointer un bouc émissaire, et pour ça, les femmes, le wokisme ou les deux, c'est souvent super pratique. Heureusement, des tas de personnages plus nuancés et riches que Rey existent, il faut sans doute chercher du côté des créatrices féminines pour cela, mais pas que. Si tout un chacun a bien le droit de se montrer exigeante, exigeant, avec les films, les séries qui nous sont proposés, il faut aussi savoir se montrer exigeant avec soi-même sa propre logique et la façon dont on va appliquer des stéréotypes, des formules toutes faites à différents personnages, parce que quelquefois c'est un peu trop simple et on pourrait creuser davantage. Vous savez que nous avons maintenant 3 rendez-vous hebdomadaires sur la chaîne. Ce sont les lundis, mercredis, vendredis, souvent tard le soir, puisque c'est quelquefois un peu difficile de tenir le rythme. Et quoi qu'il en soit, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir la chaîne ou cette vidéo. Commentaires, pouces, partage, et éventuellement rejoindre la chaîne, devenir membre, si vous en avez les moyens financiers bien sûr. Et puis donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!